Le 21 novembre 2024, la Russie a utilisé le tout nouveau missile balistique Oreshnik dans des conditions de combat. Et cela a soulevé beaucoup de nouvelles questions, dont certaines trouveront réponse dans notre émission d'aujourd'hui. D'où vient ce missile ? Quel est son lien avec le bureau d'études Youjnoï de Dnipropetrovsk et pourquoi le choix de sa première cible a-t-il été fait ainsi ? Comment les règles du jeu vont-elles changer maintenant ? Et surtout, à quoi d'autre peut-on s'attendre dans un avenir proche ? Nous parlerons de tout cela, du projet intéressant de la plateforme Arctique, ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des bonnes nouvelles. La fusée porteuse Soyouz 21A avec le cargo Progress MS-29 a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. De nouveaux lots d'avions Su-47 et Su-35S ont été livrés aux forces armées. Le chantier naval Parma a construit un nouveau navire à coussin d'air du projet Neptune 23 pour l'Ienisseï. À Samara, un navire à passagers du projet PV-20C a été mis à l'eau. À Perm, un navire de croisière électrique Baïkal du projet TFRP 700 a été mis en chantier. En Bakkiri, la production d'outils pour l'extraction pétrolière, une ligne de granulation de carbone technique et la fabrication d'emballages ont été lancés. À Tambov, une production de substituts d'importation pour additifs de carburant a démarré. À Tcheliabinsk, une production de remorques a été créée. Une usine de traitement de la pierre a ouvert à Petrozavodsk. Dans la région de Kalouga, une production d'aliments composés a commencé. De nouvelles lignes de production de crème glacée ont été lancées dans la région de Moscou. Le 21 novembre, le tout nouveau missile balistique Oreshnik, dont il n'avait jamais été fait mention auparavant, a frappé des installations de l'entreprise Dnepropetrovsk-Yuzhmash. On sait plus ou moins de façon fiable seulement qu'il s'agit d'un missile de portée intermédiaire doté d'une ogive à guidage individuel multiple, capable d'atteindre sa cible à une vitesse de 10 Mach. L'apparition d'une telle arme change radicalement les règles du jeu international et corrige notre ancienne erreur. Rappelons qu'il existe des missiles balistiques intercontinentaux. Ce sont ceux qui sont capables de traverser l'océan. Et il y a aussi les soi-disant missiles de portée intermédiaire et de plus courte portée, c'est-à-dire ceux qui frappent à une distance allant jusqu'à 5500 km et jusqu'à 1000 km respectivement. Pour atteindre une cible sur un autre continent, un missile intercontinental peut avoir besoin de plusieurs dizaines de minutes. Mais ces petites sœurs, même si elles n'atteignent pas une aussi grande distance, sont pratiquement impossibles à intercepter dans les limites de leur rayon d'action. Pendant les années de la guerre froide, nous avons créé un excellent complexe de missiles mobiles à moyenne portée, le RSD Dix Pionnier, qui a mis toute l'Europe sous la menace nucléaire. Et les Américains ont répondu en déployant leur Pershing 2 et les versions terrestres des missiles de croisière Tomahawk. Le risque de guerre nucléaire a augmenté exponentiellement, et en 1987, Mikhaïl Gorbatchev, adversaire idéologique des armes atomiques, a fait signer entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis le traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée, les interdisant. Dans un souci de détente, les parties ont commencé à éliminer les missiles à portée intermédiaire et à courte portée basés au sol, et se sont engagés à cesser leur production. Comme d'habitude, nous avons, pour une raison quelconque, dépassé nos obligations et détruit, entre autres, des armes que le traité n'interdisait pas. Par exemple, le complexe opérationnel tactique AK, avec une portée de 450 km. Ce n'est qu'après plusieurs décennies que nous avons corrigé cette erreur en créant un complexe similaire, connu sous le nom d'Iskander. Mais nous avons perdu à jamais le RSD 10 Pionnier, car nous avons détruit de nos propres mains toute la documentation de conception. Et cela a donné à nos adversaires l'illusion de toute puissance. Ayant décidé que la Russie ne représentait plus une menace sérieuse, les Américains ont initié l'élargissement du bloc de l'OTAN et le renforcement de son flanc oriental en Europe. Nous ne sommes pas restés les bras croisés et avons développé de nouveaux types d'armes afin de rétablir l'équilibre des forces. Mais en 2018, il est devenu clair que le traité de Gorbatchev sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée devenait une fiction. De plus, nous accusions les Américains de violer ce traité et eux, ils nous accusaient. En 2019, Trump a annoncé la fin du respect des conditions du traité et il est vite devenu connu que les États-Unis prévoyaient à nouveau d'inonder l'Europe de missiles balistiques et de systèmes modernes de défense anti-aérienne. Il est important de noter que tout cela s'est produit bien avant février 2020 Pukedr.
Nous n'avons pas fait de déclarations menaçantes en réponse. Et ce n'est que le 28 juin 2024, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, que le président Poutine a proposé de réfléchir à la reprise de la production de nos missiles balistiques à moyenne portée. Ceux qui suivent la politique russe depuis longtemps savent bien que si de telles déclarations sont faites publiquement, cela signifie qu'en réalité le processus est déjà lancé, ce qui a été confirmé en moins de 5 mois. Le missile balistique, qui a reçu le nom de Noisetier, a d'abord été confondu avec le missile du complexe RS-26 Roubège, ce qui n'est pas surprenant, car les informations sur ces produits ponchés sont toujours nébuleuses. Même les services de renseignement occidentaux, avec tous leurs satellites et autres moyens, ont manqué le développement du Noisetier. Et chaque jour, il engendre des versions contradictoires. Cependant, il est tout de même possible de retracer approximativement la lignée de cette fusée, et indirectement, elle remonte au bureau d'études Yuzhnoye de Dnipropetrovsk, dont les capacités de production ont été frappées lors du lancement inaugural. Ainsi, au milieu des années 80, l'Institut de thermotechnique de Moscou, en collaboration avec le bureau d'études Yuzhnoye de Dnipropetrovsk, a commencé à développer un tout nouveau complexe de missiles qui a ensuite reçu le nom de Topol-M. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les Ukrainiens se sont retirés du projet et il a été entièrement transféré à Moscou. Heureusement, nous ne l'avons pas abandonné, nous l'avons mené à bien, puis nous l'avons adopté, aussi bien en version mobile qu'en version silo. Topol-M est un missile intercontinental avec une portée de vol allant jusqu'à 12 000 km. Assez rapidement, ce même institut de thermotechnique de Moscou a créé un projet encore plus perfectionné appelé IARS. Des informations sont également apparues sur le développement d'une version allégée du IARS, connue sous le nom de R-26 Roubège. Selon certaines informations, le missile aurait une portée allant jusqu'à 6 000 km, le plaçant initialement sous l'interdiction du traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée, expliquant probablement l'absence d'informations officielles à son sujet. Et en 2018, le ministère de la Défense a annoncé que, dans le programme d'armement jusqu'en 2027, un tel produit n'existait pas. Cette semaine, le complexe Oreshnik est apparu comme par magie dans le monde. C'est cela qui a engendré les premières rumeurs sur l'utilisation du R-26 Roubège. Mais même s'ils ne sont pas directement apparentés, il est absolument certain que le nouveau complexe intègre toutes les avancées précédentes, et de IARS et de Topol, et même du défunt pionnier. Et aussi par une cruelle ironie du sort de ce qui fut jadis la fierté de l'industrie soviétique des missiles, le bureau d'études Yuzhnoye de Dnipropetrovsk. L'Union soviétique a réussi à créer à Dnipropetrovsk, sans exagération, un véritable joyau. Un centre de pointe pour le développement et la production de missiles. Yuzhmak produisait 100 missiles balistiques intercontinentaux par an, soit un missile tous les 3 jours. Personne d'autre au monde n'a jamais pu répéter cela. Le bureau d'études Yuzhnoye concevait également des moteurs uniques pour l'espace, y compris pour les vols vers les planètes lointaines. Et si l'Union n'avait pas été dissoute, l'humanité dans son ensemble serait aujourd'hui à un niveau de développement bien plus élevé, et les réalisations actuelles des Américains nous sembleraient être des jeux d'enfants. Malheureusement, aujourd'hui, l'usine légendaire est devenue étrangère, et sur sa base, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont installé la production d'armes menaçant la Russie. Et comme l'entreprise a été construite en tenant compte d'une éventuelle guerre nucléaire, il est pratiquement impossible de la détruire avec des moyens conventionnels. Les principaux sites vous sont cachés profondément sous la surface. Le coup du 21 novembre est avant tout un avertissement que, si nécessaire, nous atteindrons l'ennemi même sous terre. L'avenir montrera dans quelle mesure il a été entendu. Et même si Oreshnik est devenu un début inattendu et agréable, d'autres nouveautés pourraient aussi nous attendre. Revenons à Yarsu. Son potentiel de modernisation est loin d'être épuisé. Périodiquement, dans les médias, on voit apparaître des mentions du Yarsu-M, dont la principale caractéristique est la présence de têtes nucléaires à séparation individuelle, c'est-à-dire équipées de leur propre moteur. Selon certaines informations, le produit est déjà en préparation pour la production. Des travaux sont également en cours sur un complexe encore plus moderne, l'Asina RV. On suppose que c'est précisément ce système qui a été testé avec succès le 28 juin 2021 sur le site d'essai de Plesetsk. Mais tout cela est entouré d'un voile épais de secrets d'État, ce qui est tout à fait compréhensible.
Alors, qu'est-ce que l'arrivée d'Oreshnik sur la scène principale de la politique mondiale change ? À ce moment-là, il a saboté quelque chose de bien plus important que l'usine de Dnipropetrovsk, à savoir la confiance des dirigeants occidentaux dans le fait qu'ils savent tout sur la Russie et nos développements. En réalité, ils ne savent que ce que nous leur montrons au moment qui nous convient. S'ils ont raté Oreshnik, comment peuvent-ils savoir quelles autres surprises se trouvent dans notre arsenal ? Désormais, ils vont se poser cette question pendant longtemps, et elle aura sans aucun doute une influence notable sur l'état d'esprit politique. Et pendant qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe, nous continuerons à créer les modèles d'armes les plus récents et que ce processus ne s'arrête plus jamais. Nous vous informerons des nouveautés. Passons maintenant à un autre projet technologique fascinant. Récemment, la Corporation unifiée de construction navale a présenté une plateforme universelle pour la flotte arctique du futur. À sa base se trouve le patrouilleur de classe Glass, Arcsept Ivan Popanin, du projet 23550. Un tel navire a déjà été construit et se prépare à être livré à l'armée. Mais il est également proposé d'utiliser cette plateforme à des fins civiles pour la construction de navires de recherche scientifique, de sauvetage, d'expédition, ainsi que de navires de ravitaillement et même de paquebots de croisière. Le premier, nommé Kunachir, pourra accueillir jusqu'à 100 passagers à son bord et leur offrir un voyage confortable en franchissant des glaces de plus d'1,5 mètre d'épaisseur. Étant donné que la production du navire du projet 23 550 est déjà en place dans les chantiers navals russes, que l'équipement nécessaire est disponible et que tous les processus technologiques sont maîtrisés, on peut s'attendre à ce que la sortie de la plateforme en série ne se fasse pas attendre longtemps. En général, nous essayons de suivre le destin des projets et des usines que nous visitons personnellement. Ainsi, il y a 1 an, nous vous avons montré l'usine de drones transport du futur qui venait tout juste d'ouvrir. À l'époque, il tenait dans un petit local et ne comptait que quelques lignes de production. 1 an plus tard, nous sommes revenus et avons été très surpris. Très bientôt, une visite détaillée de l'entreprise sera disponible sur notre chaîne et vous comprendrez vous-même ce qui nous a impressionnés. Alors, il vaut la peine de s'abonner à la chaîne dès maintenant sur la plateforme de votre choix. Passons au héros. Tôt le matin, près de la ville de Krasnoufimsk, une maison privée à 2 étages a pris feu. À ce moment-là, Dmitri Kouragin passait en voiture avec ses amis. Remarquant la fumée, il s'est immédiatement dirigé vers le lieu de l'incendie. Les voisins ont dit qu'une femme avec une jambe cassée était bloquée dans la maison. Pendant que les amis de Dmitri appelaient les secours, il a brisé une fenêtre et, sans prêter attention à ces coupures, il est entré dans la maison en feu. Là-bas, on ne voyait déjà plus rien à cause de la fumée, mais grâce au râle et au gémissement, il a trouvé la maîtresse de maison à tâtons. Le jeune homme l'a portée dehors dans ses bras. Cependant, il ne s'est pas arrêté là et, avec ses amis d'entente, il a aussi sorti la voiture de la victime du garage pour la sauver de l'incendie. Bientôt, les sauveteurs sont arrivés et ont fait leur travail. Mais c'est précisément grâce au courage du jeune homme qu'une vie humaine a pu être sauvée. Cet incident s'est produit il y a 1 an. La semaine dernière, Dmitri Kouragin a reçu une médaille du ministère russe des situations d'urgence pour avoir sauvé une vie lors d'un incendie. Merci pour votre héroïsme et tous nos vœux de réussite.